Mesdames et messieurs, gentes dames, gentils damoiseaux, bienvenue sur Avez-vous lu? Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter une bande dessinée qui aura recours à de l'heroic fantasy, une bande dessinée extraordinaire qui s'intitule Vesper. Et pour bien suivre cette bande dessinée et comprendre certains termes qui pourraient être compliqués pour certains parmi vous non initiés, eh bien, nous aurons le plaisir de faire appel à un expert, pas n'importe quel expert, un expert en expertitude. Ce fameux expert en expertitude, c'est Antoine Joseph de la Conception du Pont. Et tout à l'heure, nous lui céderons la parole afin qu'il nous éclaire sur certains termes qui apparaissent dans l'ouvrage Vesper. Les Sauragis ont quitté leur île et se sont répandus sur le continent central sylvestrien. Oui, c'est pas facile à prononcer, j'aurais besoin d'une logopède. Mais est-ce qu'une logopède existait à l'époque? C'est encore à déterminer. Autrefois esclaves des Sylvastris, les Sauragis ont commencé à se répandre sur tout le continent, où ils sont contrés par les forces du royaume, mais aussi par les chevaliers de l'Ecclésia. Mais cela ne les a pas empêchés de prendre la ville sainte. Quelle ville sainte, me direz-vous? Remarquez que le royaume les repoussait sans cesse, ce qui ne les a pas empêchés de s'emparer de la ville de Valestiel. Retenez bien ce nom, Valestiel, la ville sainte, la ville de l'Ecclésia. Nous aurons l'occasion de revenir parler de cette Ecclésia. Dans la ville d'Ecclésia, ils sont affamés, assoiffés, encerclés de toutes parts, mais ils continuent de résister malgré l'armée de Sylvaestris, malgré les paladins de l'Ecclésia, et depuis peu des renforts du prince bâtard Crimson Nyx et de ses chevaliers. Sous cette pluie de flèches enflammées dans une mer de feu et de sang, se bat celle que l'on appelle l'Amazone des chevaliers de Nyx, Vesper. Dans cette série, Jérémie fait tout seul, et il le fait bien. Voilà encore une BD d'Heroic Fantasy qui vient faire la nique aux innombrables bandes dessinées du genre des éditions Soleil, mais pas que. La question que le lecteur est en droit de se poser, c'est Jérémie au scénario, Jérémie au dessin, Jérémie à la couleur. Combien de temps faudra-t-il au lecteur pour avoir une saison complète? Le grand risque, c'est de ne jamais voir la fin des aventures de Vesper, même si Jérémie a déjà démontré qu'il savait travailler vite et bien, très bien même. Rappelez-vous Barracuda et les chevaliers d'Héliopolis. Il faudra probablement attendre un an pour obtenir un tome 2 des aventures de Vesper, mais la qualité du dessin et de la couleur est telle que cela mérite bien de patienter. Et le scénario, me demanderez-vous, petit coquin? Eh bien, on pourrait tout aussi bien intituler cet album Trahison et ingratitude, ou plutôt ingratitude et trahison. Vous découvrirez bien assez vite que, loin d'être reconnaissant au prince bâtard Crimson Nyx et à ses chevaliers pour l'aide apportée pour s'emparer de la ville sainte, surtout à Vesper, eh bien de vilains sournois vont tout faire pour s'en débarrasser, et de bien viles manières, une fois la victoire acquise sur les Sauragis. L'Ecclésia, véritable pouvoir dans l'État, repousse tout ce qui n'est pas conforme à sa doctrine. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et quand je dis pas conforme, cela va très loin. Cette Ecclésia est notamment représentée par une enflure, mais de première catégorie, le cardinal Muglace. Sans oublier que le prince Crimson a dans sa famille une belle-mère qui le hait et est prête à tout pour s'en débarrasser. Et dire que toutes ces braves personnes sont en principe dans le même cas. Ça, c'était
avant de mater la révolte. Bon, vous verrez qu'on n'est jamais aussi bien trahi que par les siens. Je cède maintenant la parole à notre expert en expertitude, Antoine Joseph de la Conception du Pont, qui va vous aider à voir clair dans un certain vocabulaire qui est utilisé dans cette magnifique bande dessinée. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis Antoine Joseph de la Conception du Pont et je vais m'efforcer d'éclairer votre lanterne quant à un certain nombre de termes utilisés dans cette bande dessinée qui malheureusement pourraient ne pas être compris par tout le monde. Et c'est là que la présence d'un expert s'avère fort utile. Vous verrez que dans l'ouvrage, il est question de chimère. Notre héroïne sera traitée de chimère par un de ses adversaires, et nous allons nous intéresser non pas à notre héroïne dans ce cas-ci, car je ne tiens pas à divulgacher le plaisir que vous aurez à lire l'ouvrage, mais à ce qu'était une chimère pour les Romains ou pour les Grecs. Pour les Romains ou pour les Grecs, la chimère était un animal mythique, un animal composé de différents éléments en provenance d'autres animaux. Alors, dans l'histoire, vous verrez apparaître un sinistre personnage, un inquisiteur. Mais d'où vient ce mot inquisiteur? Eh bien, il vient de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était une enquête. Donc l'inquisiteur est celui qui mène l'enquête essentiellement pour vérifier s'il n'y a pas hérésie. Et qu'est-ce qu'une hérésie? Eh bien, c'est quelque chose qui s'oppose, une idée qui s'oppose au dogme officiel de l'Église, je devrais dire de l'Ecclésia, dans cet album de Visper. Alors, qu'est-ce qu'une pixie, ou plutôt un pixie? Eh bien, un pixie est un être de petite taille que l'on pourrait apparenter aux lutins. Ce sont des êtres qui aiment notamment de se bagarrer. Où les trouve-t-on? On les trouve dans les landes, on les trouve dans les dolmens, on les trouve dans les tombes. Les pixies sont des créatures légendaires. On les retrouve essentiellement dans le folklore britannique. Ne vous étonnez pas de les retrouver toutefois cités, en tout cas dans cet album de Visper. Les pixies peuvent revêtir des formes diverses. Les pixies sont souvent mal habillés ou carrément nus. Remarquez que les pixies ont une prédilection pour les belles parures, l'un n'empêchant pas l'autre. On dit de certains pixies qu'ils volent les enfants et qu'ils égarent les voyageurs. Les pixies sont attirés par les chevaux, les montant pour le plaisir. Vestale. Une Vestale, dans la Rome antique, était une prêtresse qui était dédiée à la déesse Vesta. Elle avait pour mission de veiller au bien-être de la déesse, de telle sorte que Rome soit épargnée par toutes les vilaines turpitudes qui pourraient surgir. Pour pouvoir exercer son rôle correctement, la Vestale se devait de rester vierge pendant 30 ans. Pas question pour elle d'enfanter. Dans l'ouvrage qui nous concerne, nous avons également des vestales au service de la religion. Mais nous aurons l'occasion de reparler de cette religion certainement à un autre moment. Le familier de Vesper va jouer un rôle extrêmement important. Mais qu'est-ce qu'un familier? Eh bien, un familier est une espèce d'animal magique qui est lié à une personne en particulier, qui généralement est tout de même dotée de pouvoirs magiques importants. Et donc, ce familier va se transformer au gré des besoins de la personne à laquelle il est lié. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous voyez tous les efforts qui ont été dépensés pour les décors, c'est du solide. Hein.
Bientôt, je pourrai rivaliser avec Hollywood, mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos pouces en l'air et j'ai besoin de vos abonnements. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Vous, de votre côté, vous allez en faire de même. Ciao, à bientôt.